Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le président fondateur du slip français, Guillaume Gibaud. Donc le slip français, je pense que tout le monde connaît, c'est une marque de mode à la fois féminin et masculin, donc pas uniquement masculin, même s'il a commencé sur le slip kangourou. C'est une marque qui a un style très français, mais aussi une fabrication 100% française. Et puis c'est une belle réussite puisqu'en 4 ans, donc en 2015, Guillaume me confiait qu'ils vont atteindre 3,5 millions de chiffre d'affaires. Et ils sont présents déjà à l'international et ils ont une très forte notoriété et beaucoup de fans, notamment sur Facebook. Ils sont quasiment à 60 000 fans sur Facebook. Donc voilà pour résumer. Et donc Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de l'entreprise pour nous faire un petit peu de storytelling? Avec plaisir, déjà merci beaucoup de m'inviter. À chaque fois que je viens avec plaisir dans ce genre de choses, je repars toujours avec une bonne question et une très mauvaise question. Donc il y aura une bonne et une mauvaise, mais franchement c'est avec plaisir. Et je repars toujours avec une idée que je n'avais pas en entrant, donc j'espère, et je pense que vu le crowd qui est ici, j'en aurai une. On est une marque de mode, si j'ai bien aimé, j'avais jamais, moi-même je ne le dis pas, donc je le prends comme un compliment. J'aurais plutôt dit une marque de slip. Mais, non, parce que tu fais plus que des slips maintenant. Effectivement. Donc moi, c'est vraiment un projet qui est né un peu par hasard. J'avais pas du tout l'idée j'ai pas tellement l'idée de démarrer ce truc-là. Je suis sorti d'HEC en 2009. J'ai bossé chez Bio C'est Bon. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Qui est une chaîne de supermarchés bio. Je suis content parce qu'aujourd'hui tout le monde dit oui, mais à l'époque personne ne connaissait. Donc je suis entré dans ce truc-là. Il y avait 4 magasins. Et il y avait un patron vraiment mortel. Il avait 60 ans, tout vu, tout fait, planté, revendu, monté plein de boîtes. Donc c'était vraiment un mec génial. Un peu pirate, mais assez génial. Et j'ai passé 18 mois là-bas, en sortant d'école. J'ai répondu à une offre de stage, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit peut-être essayer Michel Augustin, une boîte un peu sympa, un peu jeune. Et puis je suis tombé chez Bio C'est Bon un peu par hasard. Je me suis rendu compte que j'adorais le côté responsabilité, hyper concret, hyper terrain, que j'avais envie d'être mon propre patron. Mais je n'avais pas d'idée, donc je ne savais pas quoi faire, comme je pense que ça arrive à beaucoup de gens en ce moment. Et donc je me dis, j'ai essayé de bosser par élimination. Qu'est-ce que j'aime bien faire et quelles sont les marques qui peuvent, les projets que tu peux démarrer sans forcément beaucoup de moyens. Parce que j'étais dans cette optique-là, j'ai toujours détesté les business plans et passer du temps sur des Excel, ça m'a toujours gonflé. Donc je me suis dit, il faut que je prenne un truc où je n'ai pas forcément besoin de lever des sous pour démarrer. Et je me suis dit, dans les métiers que j'aime bien, qu'est-ce que je peux démarrer sans forcément beaucoup de moyens? Je me suis dit, les marques de fringues, ça peut être vraiment un bon secteur. Et évidemment, sans complexe, je me suis dit, les bonnes réussites françaises, c'est qui? C'est Louis Vuitton et Hermès. Donc regardons dans Louis Vuitton et Hermès les bons leviers à prendre. Donc là-dedans, il y avait le savoir-faire français, la tradition, le côté France, les produits un peu d'exception. Et je me dis, il faudra essayer de trouver une catégorie de produits pour lesquels ce truc-là n'a pas tellement été réinventé. Une catégorie de produits qui soit quand même importante et en plus qui puisse bien se vendre sur Internet. Donc je cogite le truc, j'étais encore chez Bio C'est Bon en train de me dire, il faut que je monte ma boîte, mais je ne sais pas trop quoi faire. Et là, je me dis, au final, les sous-vêtements et les maillots de bain, c'est un marché qui est balèze. Il n'y a que des marques un peu chiantes, Dim, Homme, des trucs chiants. Il y a forcément une bonne idée à trouver. Et donc sur cette base un peu large, je buvais des bières avec des potes dans un bar et je lui dis, voilà, je suis sûr que les sous-vêtements, fabrication française, il y a un truc à faire. Et j'ai un pote qui me dit, mais t'es complètement malade, tu vas jamais réussir à vendre le moindre slip, c'est complètement impossible. Et je lui dis, écoute, si je fais le slip français, je suis sûr que je peux en vendre quelques-uns. Donc on a bu des bières, l'idée m'a paru marrant, comme ça vous arrive à tous, l'idée m'a paru géniale le soir, je me suis endormi, c'est absolument génial. Non, je me suis dit, est-ce que ça tient vraiment ce truc? Et finalement, je me suis dit, ok, tentons, on verra bien. J'ai tapé sous-vêtements français dans Google, je suis tombé chez Moulin Neuf Textile, qui est une petite usine de 15 personnes au bord de la Drôme en Dordogne. 4 mois plus tard, je remontais 600 slips bleus, blancs et rouges et noirs qui s'appelaient Le Vaillant, l'Intrépide et le Triomphant dans le coffre d'une voiture de location d'un Picasso rouge de Angoulême à Paris. Et ça va vous parler, j'ai bricolé une première version d'un site PrestaShop. Donc moi, je suis clairement beaucoup moins bon que vous tous ici dans le cambouis, mais j'ai fait un PrestaShop moi-même, une première version. Et donc j'ai mis ça en ligne le 15 septembre 2011 sur le slipfrançais.fr. Donc il y avait 4 slips, 4 modèles, donc vraiment juste des slips bleu, blanc, rouge, noir. Et en 3 tailles. Donc j'ai ramené 600 slops et sur le chemin du retour, j'avais vraiment jamais trop porté les trucs et je m'arrêtais à la station-service et j'essayais des slips différents en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est confort et voilà. Et donc j'ai ramené ça dans mon garage sur le slipfrançais.fr et j'ai fait avec quelques potes photographes, on a fait bricoler vraiment des photos de vacances qu'on avait fait l'été juste avant de le lancer. Et j'ai fait un petit communiqué de presse sur PowerPoint. Vraiment, je vous liste toutes mes petites recettes. Et j'ai fait un PowerPoint qui n'était pas trop mal, mais qui n'était pas extraordinaire. Et j'ai envoyé, donc j'avais 0 contact presse, 0 rien, que dalle.
j'ai pris sur Internet contact avec Le Figaro, contact avec Le Monde, contact avec tout ce que je pouvais trouver. Et j'ai balancé, je pense, 300 emails ou 400 emails en 2-3 jours. Jusqu'au jour où il y a une nana de Metro.fr, donc le magazine que vous lisez dans le métro. Donc oui, Métro a un site web, personne ne le sait, mais voilà. Donc la nana m'appelle, oh, c'est génial votre truc, vous faites des slips en France et tout, c'est trop marrant, je veux faire un article sur vous. Et sauf que son article, c'était dans la rubrique, donc sur le site Métro, tu as une rubrique Paris, dans la rubrique Paris, tu as une rubrique loisirs, on était dans la rubrique Paris, loisirs, Métro. Sauf qu'elle a eu l'idée, et c'est une des grosses contributions du réseau HEC à mon aventure, c'est qu'elle a titré l'élève HEC fait la fête du slip. Et donc l'article Métro, je l'ai liké moi sur ma page Facebook, et là il est parti en 700-800 likes, et avec le lien vers le site. Donc à partir de là, c'était parti, et on a eu plein de demandes presse, de blogs, de plein de choses. Donc ça, c'était vraiment sur les premiers mois. Donc du 15 septembre à fin décembre, on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires. Et après, on a eu l'idée d'un truc qui a ensuite drivé les 4 ans de croissance qu'on suivi. C'est qu'on a détourné la campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là. On a fait le changement de slip, c'est maintenant, et la France forte en slip. Pendant la campagne présidentielle où le thème du Made in France était le gros thème à la mode. Et du coup, grâce à ça, on a eu plein de parutions presse. On a eu 2-3 passages télé, on a eu des gros trucs qui ont fait qu'on arrivait à faire des journées à 4 ou 5 000 € de chiffre d'affaires sur une journée, ce qui à l'époque, il y a 4 ans de ça, c'est déjà, c'est vraiment pas mal. Et voilà, et en fait on a compris à ce moment-là qu'en racontant des blagues et en créant du contenu qui n'est pas forcément directement du contenu de produit, où tu dis bah voilà j'ai sorti un nouveau slip, il y a moins 20%, moins 30%, il est bleu, il est beau, mais en racontant un truc vraiment purement viral, réseaux sociaux, qui est adapté à un usage réseaux sociaux, bah, du coup les gens le partagent, et bah, du partage avec un lien direct sur le site, ça veut dire du trafic et donc des ventes. Et donc on a super bien grandi, donc on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires sur la fin 2011, 290 en 2012, 920 en 2013, 1,5 million l'année dernière. Et là on a fait une première levée de fonds de 2 millions € en début d'année, et on devrait faire entre 3 et 3,5 l'année dernière. On a passé la semaine dernière, on a passé le 1,5 million de chiffre d'affaires, donc à la semaine dernière on a fait notre chiffre de toute l'année dernière, sachant qu'on fait 40% de nos ventes sur novembre-décembre. Donc voilà, si vous avez le truc en tête, normalement, tout devrait bien se passer pour nous. Donc voilà, donc en quelques mots, voilà où j'en suis. Je m'éclate dans ce que je fais. Je suis un peu épuisé là, c'est les vacances. Et franchement, on a pas mal chié, mais c'est vraiment une super aventure. J'espère que ça pourra continuer à durer encore quelques années dans cet esprit super start-up, qui je pense qui est encore le cas. On est 15 au bureau là, et on a 15 personnes dans les boutiques et les corners Grand Mag, dans le magasin. Et voilà, on est vraiment dans l'élan de départ qui est absolument fantastique. Et voilà, j'ai pas l'impression de travailler un seul jour de ma vie, même si on n'arrête pas. Et je souhaite ce que je suis en train de vivre à tout le monde. Voilà, j'espère que ça continuera. Et par rapport à cette augmentation de chiffre d'affaires qui a été très rapide, comment as-tu géré la production? Pas bien. On a vraiment les 2-3 premières années, on a couru après le stock tout le temps. C'était cool du coup parce qu'on a pu du coup bien se faire financer. On n'avait pas trop de problèmes de BFR à ce moment-là. On est allé voir les banques tout de suite avec un dossier pas dingue, mais avec des flux assez prévisibles sur le web. On avait une base de clients qui augmentait, on arrivait à prévoir quand même la saisonnalité, donc on a réussi à emprunter jusqu'à 700 000 € en endettement bancaire, y compris la première boutique, alors qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de fonds propres, donc les banques, c'est vraiment pas une piste à négliger, même si c'est des connards et même s'ils mettent 20 ans pour répondre. Il faut quand même insister et aller, à mon avis, directement voir plusieurs banques. Et après, pour ce qui est vraiment de la prod, ça a clairement été et c'est toujours le plus dur. On est dans un métier où si tu n'as pas le stock au bon endroit, au bon moment, bah, tu ne vends pas. Ça paraît tout con, mais c'est vraiment le plus dur à faire, c'est d'arriver à avoir le bon produit dans la bonne taille au moment où le mec se pointe. Et quand il vient dans la boutique, s'il n'y a pas le produit, bah, il ne se passe rien, quoi. Donc, c'est clairement le plus dur d'arriver à bien prévoir les fabrications, ni trop ni pas assez. Et on est en train de commencer à bien le faire, mais ça a pris 4 ans. Aujourd'hui, on bosse avec 9 ateliers. Donc, tous nos produits sont entièrement fabriqués en France. La matière, la confection, enfin, on ne peut pas faire plus français. La boîte, le packaging, le papier de soie. Donc, on est vraiment staccanovis du truc. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps pour bien gérer ces lignes de production. J'ai perdu le fil de ma pensée parce que je suis fatigué, je suis désolé. Mais, gérer la production. Ouais, gérer la prod. Entre les différents. Donc aujourd'hui, on a 9 sous-traitants et on va vendre cette année autour de 80 000 pièces. Donc ça fait quand même un flux vraiment balèze. Ça fait
autant d'étiquettes de taille, autant de boîtes, autant je ne sais pas combien de milliers de kilomètres d'élastique. Enfin, voilà, ça fait vraiment du volume et ça devient assez vite compliqué à gérer. Ça, c'est plutôt des bons problèmes. Mais... D'accord. Et tu as évoqué la communication. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta stratégie de communication et comment tu as fait pour avoir autant de fans et avoir une telle adhésion sur ta marque? Alors, il y a des trucs qu'on avait anticipés, il y a des trucs qui nous sont un peu arrivés. Je pense que ce qui est hyper important, c'est déjà d'avoir une ligne éditoriale super forte. En fait, aujourd'hui, et de plus en plus, une marque, parce que je pense que quel que soit le service ou le produit, on parle de marque, il faut être très clair sur le message, le ton, et en fait, c'est une vraie ligne éditoriale comme un magazine, en fait. Et je pense qu'il faut partir d'un contenu, te dire que ton contenu, ça peut être ton produit, mais aussi ton équipe, ton aventure, là où tu habites, les gens que tu rencontres, toutes les dimensions de l'aventure entrepreneuriale, les fabricants, les fournisseurs, les clients, les trucs qui t'arrivent que tu n'as pas prévus, les trucs que tu vois dans la rue, l'actualité, enfin, tout ça, c'est des sources d'inspiration qui sont infinies. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui. Encore une fois, hein, parfois il y a des choses qui sont liées à mon secteur, donc c'est vraiment la façon dont je les vois. Mais moi, je passe beaucoup de temps à faire de la veille sur les réseaux sociaux. Donc je passe du temps sur Facebook, je passe du temps sur Twitter avec TweetDeck comme outil qui est pas mal. Et je passe en ce moment beaucoup de temps sur Instagram. Je me rends compte que je débarque sur Instagram 2 ans et demi trop tard alors que c'est un levier de ouf malade. Avec des gens qui deviennent suggested account et qui sont à 100 000 ou 150 000 followers. Et ça, c'est un outil de notoriété incroyable. Mais tout part du bon contenu. Donc il faut vraiment se faire chier à peser chaque mot au début, à peser, de dire ok, qu'est-ce que mon produit, qu'est-ce que ma marque, qu'est-ce que c'est en visuel, qu'est-ce que c'est en code couleur, qu'est-ce que c'est en mots, en français, en anglais, les bons hashtags, et vraiment essayer de raccrocher ça à autant de dimensions qui gravitent autour de ton projet. Et du coup, une fois que tu as ce contenu qui est hyper unifié, visuellement et dans les mots et tout ça, tu peux aller le décliner sur tous les leviers où ça va payer. Donc le premier, dans notre cas encore une fois, hein, c'est le levier vraiment web sur le site, les visuels du site et les newsletters. Donc nous on balance une newsletter toutes les semaines et on essaie d'avoir une news qui est sympa et qui n'est pas juste venez sur le site les gars, j'ai rien à vous dire. On essaie de trouver une actu, une collab, un nouveau produit. Enfin, on est toujours en train de se dire qu'est-ce qu'on va balancer la semaine prochaine comme info qui fera que les gens vont revenir sur le site. Et après évidemment tous les réseaux sociaux, donc Facebook en premier. Ça, je pense que maintenant, c'est plus très dur puisque le rythme, c'est vraiment un par jour, hein, tous les 2 jours au grand max. Donc, c'est pas très dur et c'est assez mainstream. Donc, globalement, tu reprends un peu la même info que sur le site, sur Facebook, c'est pas très dur. Twitter, donc là, c'est franchement pas facile. Il faut rebondir comme un dingue tout le temps. C'est vraiment du boulot, mais Twitter, c'est assez génial parce qu'il n'y a que des journalistes dessus, globalement, qui se passent les infos entre eux et qui regardent combien ils ont de followers les uns les autres. Donc il faut aller les follower, se faire chier, aller voir dans son secteur d'activité. Je fais beaucoup de veille presse aussi, donc je me suis abonné à tous les trucs de mon secteur et un peu plus large pour regarder dans les articles où je me dis bah, tiens putain mon produit aurait dû être dedans, je regarde le nom de le journaliste et je le cherche sur Twitter, je lui envoie un petit mot et voilà. Et se dire aussi bien sûr que les journalistes bah, c'est des gens comme vous et moi qui font leur taf et leur boss leur met la pression. Je ne vous peut-être pas de boss ici, je vous le souhaite, mais voilà, il faut que tu sortes ton article pour telle date. Le mec, il n'a pas d'idée, donc du coup, s'il reçoit un communiqué de presse dans le bon timing, du bon truc dont tu dois parler, bah, il est ravi d'en parler. Et souvent, les journalistes, c'est des gens, ils ont 25-30 ans, ils sont pigistes, ils ne gagnent pas bien leur vie, ils sont contents d'aller faire 2 soirées chez JQ et chez Gradia, mais globalement, voilà, il faut vraiment démystifier le journaliste et pas hésiter à décrocher le téléphone. Et dernier truc, c'est Instagram. Donc nous, on n'est pas très bon, on est presque à 10 000 followers. Et j'ai ouvert le compte il y a 1 an, mais j'ai compris que c'était intéressant il y a 3 mois. Donc vraiment, je ne suis pas vraiment précurseur et je ne suis pas très bon là-dessus. Si vous regardez, il y a des comptes qui sont vraiment balèzes. Je pense à Cézanne, je ne sais pas si vous regardez ça, mais enfin, encore une fois c'est dans mon secteur, mais c'est une super ref. Et je pense à une marque de maillot de bain qui pour moi est la grosse référence, c'est une marque de maillot de bain pour femmes qui s'appelle Triangle, comme un triangle sans le E à la fin. Donc ils vendent ces maillots de bain pour femmes en néoprène, je ne sais pas si vous avez vu passer. Ils ont 1,7 million de followers sur Instagram. En gros, ils ont envoyé 200 maillots de bain aux 200 filles super jolies à la plage, influenceuses qui ont chacune 100 000 followers. Ils ont envoyé, à mon avis, un maillot de bain, plus suivant le nombre de la communauté, 500 €, 1000 €, 10 000 €. Et aujourd'hui, ils ont 1,7 million de followers sur Instagram. Et je pense qu'ils sont vendus seulement sur leur site. Ils ne se font pas chier à avoir des boutiques, de la distribution, des machins. Ils ont un produit qui vaut 90 $ et je pense qu'ils l'achètent 15 ou 20. Et de ce que je vois, si je compare mon trafic au leur, je pense qu'ils font 15 millions € de chiffre d'affaires, 15 millions de dollars de chiffre d'affaires. Je ne sais pas de quel âge a la marque, mais en tout cas, pour moi, c'est la stratégie et l'exécution parfaite, avec un levier gratuit qui est hyper scalable, pour dire le mot magique de nos amis fonds d'investissement.
et bah, moi que j'aimerais bien faire, et que pour l'instant je n'y arrive pas trop. Mais voilà, je pense que Instagram me paraît aujourd'hui moi, je réfléchis comme ça. Je me dis quels sont les leviers où tu peux aller chercher du truc qui va monter vite et fort, avec le minimum d'effort en un minimum de temps. Si quelqu'un a d'autres mieux, je suis franchement ravi de l'apprendre. Moi, celui que je vois aujourd'hui, c'est vraiment Instagram qui me semble être le truc où il y a encore un peu de place pour… et parfois, tu regardes, il y a des comptes qui deviennent suggested accounts, je ne sais pas si ça vous parle, mais qui sont mis en avant par Instagram et qui vont gagner plusieurs dizaines de milliers de followers en quelques semaines. Donc, voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, le Graal, en termes de com, c'est ça, c'est suggested account. Et pour rester sur la com, mais avec le chiffre d'affaires, tu as réussi deux sessions de crowdfunding en 2 ans. Est-ce que tu peux nous parler du levier en termes de com aussi, au-delà des fonds que tu as récoltés? Très bien posé parce que pour nous, c'est vraiment une logique de com, le crowdfunding. Donc en vrai, moi je pense qu'en France, les gens ne comprennent pas ce que c'est le crowdfunding parce qu'on a orienté ça en mode levée de fonds. Tout le monde te dit, et même mon banquier de HSBC me disait, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous faites un crowdfunding aux États-Unis alors que vous venez de lever de l'argent. Je dis, mais ça n'a juste rien à voir. D'un côté, tu lèves 2 millions d'euros parce que tu as besoin de fonds propres et de financer ta strat, et de l'autre côté, tu fais une campagne de communication où tu vas prévendre des produits sur une page de crowdfunding. Donc moi, je l'ai peut-être un peu allumé, mais je pense que effectivement, les gens n'ont pas bien compris ce que c'était. Le crowdfunding, en fait, en France, les gens ont l'idée que c'est tu vas mettre 10 euros, 100 euros, puis tu vas devenir actionnaire du projet. Ça, c'est très très rare et c'est seulement une partie du crowdfunding et à mon sens, ce n'est pas celle qui marche, en tout cas dans mon secteur, même s'il y en a qui le font et des plateformes qui le font bien. Mais le crowdfunding, c'est vraiment, je vais faire ce projet, je le mets en avant, je vous donne un prix. Si vous aimez bien, préachetez le truc et si j'arrive à la barre, je fabriquerai effectivement et je vous livrerai dans 6 semaines, 10 semaines, 20 semaines. Donc en gros, ça veut dire, et le tout en faisant pas mal de com parce que c'est sympa, ils envoient une newsletter à toute la communauté, c'est le moment d'envoyer plein d'infos autour de soi. Donc c'est vraiment un levier de notoriété qui est chouette et qui permet de tester un produit sans prendre de risque. Donc moi je suis assez fan de ce truc et le meilleur exemple qu'on ait fait, c'était la campagne qu'on a fait pour le Téléthon avec les bonnets, je ne sais pas si vous l'avez vu passer donc cet hiver, qui s'appelait Bouge ton pompon, qui était assez cool. Et en gros on vendait un bonnet 35 euros, on reversait 10 euros au Téléthon, on l'a fait sur KissKiss Bank et on a dit voilà, on veut faire un beau projet pour le Téléthon, on veut fabriquer des bonnets, sauf que pour pouvoir reverser 10 euros par bonnet, il faut qu'on en fabrique au moins, je crois que c'était 1000 ou 1500. Pour faire 1500 bonnets, il faut donc qu'on fasse 35 000, ouais, c'est ça, 1000, donc 35 000 euros. Donc il faut qu'on collecte au moins 35 000 pour lancer la prod et donc reverser tout ça. Et au final, grâce au Téléthon, on a fait 140 000 euros de chiffre d'affaires sur 4 ou 5 semaines. Et c'était bien de la prévente, c'est-à-dire qu'on a vendu, il n'y a pas d'actionnaires, de gens qui vont acheter des bonnets. C'est vraiment 140 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait 140 000 de chiffre, on a acheté les bonnets, puis on a reversé au Téléthon les 10 euros par bonnet. Donc c'était vraiment une OP géniale et ce qui permet, voilà, c'est assez moderne, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est de la prévente. En tout cas, dans cette partie crowdfunding qui est à mon avis la plus visible. Et à propos des bonnets, donc tu as commencé par le slip. Tu es arrivé au bonnet, donc il y a un parcours qui a été fait au niveau des produits. Est-ce que tu peux nous parler de tes collections et comment tu as fait pour te diversifier? Alors on a fait pas mal de trucs, mais on va vraiment essayer de rester bien clair sur la stratégie produit. On fait sous-vêtements, maillots de bain et accessoires. Donc sous-vêtements, on va faire tous les types de sous-vêtements possibles, imaginables, en incluant tout ce qui est un peu homeware, pyjama, peignoir, ce genre de choses. Maillots de bain, voilà, pareil, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et accessoires, on va rentrer dedans tout ce qui peut être fabriqué en France avec un savoir-faire cool. Donc les charentaises, les espadrilles, les sacs de plage étanches, on fait des boules de pétanque. Enfin voilà, tout ce qui peut dans une boutique donner l'image, de rentrer dans l'image Made in France, on le rajoute dans la gamme. Mais on reste vraiment sur sous-vêtements et maillots de bain et ça reste. Enfin, il y a des marques que de maillots de bain qui font des énormes chiffres d'affaires. Donc franchement, on n'a pas besoin d'aller faire, on n'ira pas faire des vestes, des jeans, des trucs comme ça. Donc on reste vraiment sur un truc plutôt plus petit et plus concis et bien, je pense, plus fort. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie de distribution et de l'équilibre entre le wholesale, le retail et l'online, s'il te plaît? Alors ça, c'est un truc qui bouge pas mal. C'est pas évident. Moi, j'aurais bien aimé faire une stratégie pure web. Parce que comme une marque comme Triangle, un truc comme ça, à mon avis, si les marques arrivent à choper des vrais gros accélérateurs de notoriété, je repense à Cézanne, mais franchement, c'est quand même un super exemple. C'est aussi, je pense, ces deux exemples sont sur le marché de la femme, donc je pense que c'est des marchés où tu peux plus vite grandir plus vite.
nous, on est un peu obligé d'utiliser les canaux classiques. Donc dans notre métier, comme dans pas mal de métiers de distribution, tu as le canal web, le canal wholesale, donc ça c'est la distribution chez les gens, donc Galeries Lafayette et les autres multimarques, et le canal retail, donc en propre, boutique en propre. Nous, on fait un peu des trois, en se disant que l'idée du wholesale et du retail, c'est de faire de l'activation de notoriété. Donc en fait, quand on est au Galeries Lafayette, quand on est au printemps, quand on est dans des boutiques concept store sympas, les gens voient le produit en vitrine, éventuellement ils l'achètent, ou sinon il n'y a pas leur taille, mais en tout cas ils ont un contact avec la marque, ils ont bien aimé, ils prennent une photo de nous sur Instagram, ou ils achètent le produit, donc du coup ils ont bien aimé et ils rachètent. Donc en fait c'est vraiment de l'acquisition client et de la visibilité. Et le retail, c'est un peu le même principe, sauf que c'est en plus un vrai canal contributeur de chiffre d'affaires et de marge, puisque tu vends en direct sans intermédiaire. Par contre, c'est vrai que c'est très gourmand en chiffre d'affaires et tu peux vite te planter avec un mauvais emplacement. Donc nous, on a 2 boutiques, une dans le Marais, une aux Abbesses et une 3e à Hong Kong. Et on est assez content de nos 3 trucs, on ne va pas en faire 25. Enfin, l'idée, c'est vraiment peut-être d'avoir à terme 10 boutiques en tout confondu, donc peut-être 6 en France, une à Londres et une au Japon, une à New York. Et c'est vraiment tout. Enfin, ça sera déjà super, mais pas l'idée, en franchise. Non, pas en franchise. Et on verra, mais en tout cas, ce n'est pas la strat pour l'instant parce que ça coûte beaucoup de sous, c'est quand même vachement risqué. Les fonds d'investissement, ils n'aiment pas trop. Les banquiers, ils ne sont pas fans non plus. Et voilà, c'est assez lourd à porter financièrement, là où je pense qu'il y a des vrais leviers web qui peuvent être… Et là, aujourd'hui, ton chiffre d'affaires online, Et aujourd'hui, on va faire cette année, je pense, 60% de notre chiffre en web, 15-20% en wholesale, et ouais, ça doit faire 25, avec ça, en retail. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie internationale ? Ouais, alors ça, c'est pas facile. Donc l'international, c'est super, ça permet de voyager, donc ça c'est bien. Après, c'est vachement dur. Nous, dans notre métier, il y a le wholesale qui est vraiment un bon levier parce qu'il y a pas mal de salons de mode qui sont à Paris ou en Italie, donc assez facile à faire. Et où là, tu as tous les acheteurs japonais, coréens qui viennent. Ce qui est compliqué à l'international, c'est que tu n'es pas connu du tout. Déjà, tu n'es pas connu en France, donc tu n'as quand même pas beaucoup de chance d'être connu à l'étranger. Et ça prend du temps. Il faut trouver les bonnes personnes, les bons partenaires qui forcément coûtent de l'argent. Et parfois, tu te plantes. Donc, il faut faire machine arrière. Et voilà, donc c'est l'étranger. À mon avis, il faut y aller. Nous, on y est peut-être allé un peu tôt. Après, on a eu l'opportunité aussi parce qu'on a fait des collabs avec d'autres marques et qui étaient bien implantées, donc on l'a fait. Je pense qu'il faut prendre ce qui vient, mais à mon avis, se concentrer dans une première étape sur la France parce que c'est vite beaucoup de sous déployés. Donc je pense que, encore une fois, tout ce que je dis, c'est pour mon business. Je ne réfléchis pas sur la chose dans l'absolu, mais je sais que ça coûte vite beaucoup d'argent d'aller se développer à l'étranger. Et si tu n'as pas les reins solides, comme on est dans un métier où on a un gros BFR, c'est qu'on a toujours besoin de stock. Aujourd'hui, on a presque 600 000 € de valeur de stock stockés sur les étagères. Donc c'est sûr que voilà, tu compares ça à une levée de 2 millions d'euros, tu dis qu'il y a déjà 600 000 € qui sont immobilisés. Donc ça laisse pas beaucoup de place pour avancer. Et en termes d'organisation, comment tu structures ta société ? Combien êtes-vous aujourd'hui ? Ça, c'est une bonne question. Donc aujourd'hui, au siège, on est 15. On a vraiment avancé petit à petit et j'ai embauché que des gens presque en stage de fin d'études. Donc ça, c'est assez cool. Donc c'est que des jeunes qui sont bien motivés. J'en ai 4 et bientôt 5 qui sont intéressés au capital de la boîte. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait dès le début et ça permet de fidéliser. Donc c'est cool. Donc la boîte va avoir 4 ans et ça fait déjà presque 3 ans qu'ils sont là. Donc ça, c'est vrai que ça permet vraiment de construire. Et après, on est structuré assez classiquement. Je pense qu'on a une équipe web, une équipe commerciale France, une équipe commerciale export qui démarre tout juste, une équipe financière, une équipe de prod, bien sûr, à la fois la collection et vraiment la production en usine, et une équipe presse, je ne sais pas si je l'ai dit, à peu près 2 personnes par équipe. Donc voilà, on doit y être à peu près. Et en général, j'ai embauché la première personne et la deuxième personne, au début, on prend un stage, un mec en césure. Une fois qu'on pense qu'il y a un poste et qu'on a le budget, on prend un mec en fin d'études, on lui dit écoute, voilà, si ça se passe bien, il y a un poste. Et jusque-là, on a réussi à être clair avec tout le monde. On a pris que des mecs en césure pour les mecs à qui on a dit non à la fin. Et pour l'instant, on a dit non à aucune personne de fin d'études qu'on avait embauché en stage. Enfin, on a embauché tous les mecs qu'on a pris en fin d'études. Et là, tu me disais que tu allais recruter… Et là, on recrute en septembre un directeur général, ce qui va vraiment être super parce que donc 15 personnes, ça commence à… Donc c'est 15 personnes au siège et donc on a 2 boutiques et 2 corners Grand Mag, ça fait au total 27 personnes et ça commence à faire du taf.
Donc en plus de plein de voyages internationaux qui arrivent et tout. Et donc c'est vrai qu'il nous manquait un bon moteur à se visser sur sa chaise qui puisse vraiment nous aider à comprendre notre business. Donc c'est ce que je cherchais. Et donc on a trouvé un directeur général. Je cherchais la perle rare d'avoir quelqu'un qui ait fait à la fois une bonne expérience en conseil, vraiment la tête bien faite et monstrueux sur Excel, mais qui ait fait un vrai passage en web, chez Sarenza ou chez un pure player comme ça. J'ai pas trouvé la perle rare du mec, en tout cas que je trouvais sympa et que j'imaginais bien rentrer dans le truc. Donc on a un mec un peu plus jeune et qui a fait que la case, je dirais plus monstre Excel. Donc voilà, il démarre en septembre, mais le mec est vraiment sympa et vraiment bon. Et je pense qu'on a un truc qui est vraiment bien chez nous, c'est que là on a que des gens peut-être plus jeunes, mais qui ont vraiment la patate, qui sont impliqués, qui sont peut-être moins formés, mais sur lesquels on a décidé jusque-là de prendre le pari sur les mecs plus que sur le CV. Que je touche du bois, je vous dirai si je reviens l'année prochaine, si on a eu raison, mais jusque-là, je pense qu'on est beaucoup dans un truc nouveau, donc tant qu'à faire, autant prendre des gens qui savent rien et qui se disent qu'au moins ils savent rien et qui regardent le truc objectivement avec du bon sens en disant voilà, on va essayer ça. Ouais, on est dans le sujet du capital et des salariés. Tu avais alloué quelle part de ton capital à ton équipe et à quel moment tu l'as libéré et quels ont été tes critères? Alors je l'ai libéré, moi je les ai embauchés en CDI assez vite, donc je l'ai libéré à partir, je pense là, deuxième année je dirais, donc assez tôt. Mais l'ordre d'idée c'est quelques pourcents tous. Parce que je les ai embauchés direct en CDI, ils ont fait un stage de fin d'études, je les ai embauchés. Il n'y a pas eu de leur côté de prise de risque, de prise de participation financière. Donc c'est vraiment plus. Ils sont arrivés dans un truc qui était déjà bien embrayé. Donc je pense que c'est un truc qui est très particulier à chaque boîte. Ça dépend évidemment du moment d'entrée, de la prise de risque que ça représente. Donc moi, c'est des associés au sens où ils sont hyper impliqués, ils ont leurs responsabilités et je leur fais confiance sur plein de trucs. Mais pour eux, il n'y a jamais eu de prise de risque. Enfin, non, pardon, c'est réducteur ce que je dis. Il n'y a pas eu de prise de risque financière. Il n'y a pas eu le côté. Voilà, ils ont fait la prise de risque de rejoindre un petit projet qui n'existait pas, d'en faire un stage dans un truc qui n'avait pas de nom, qui n'était pas connu. Donc ça c'est leur prise de risque et elle vaut quelque chose. Mais c'est une question très 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 compliquée ça. Et chaque boîte, tu relances les dés suivant qui arrive, qu'est-ce qu'il a fait avant, quelle est l'étape. Ça peut faire des discussions compliquées. Et à propos de sous, donc, tu as levé 2 millions. Est-ce que tu envisages une autre levée de fonds? Alors on envisage une autre levée de fonds début 2017. Donc là l'idée c'est d'arriver à faire 6 millions d'euros l'année prochaine. Donc encore x2. Donc je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour y arriver. On va tout faire pour. Non, voilà, de toute façon c'est assez génial. On a les moyens pour le faire. On a identifié plein de bons leviers. On a une bonne équipe. Donc je pense que ça va le faire. Et l'idée, c'est sur la base de ces 6 millions, c'est horrible parce que je parle comme un fonds d'investissement, mais on va identifier nos leviers scalables et repeat business pour aller faire. Dans l'idée, c'est de faire dépasser les 10 millions d'euros en 2017. Et là, clairement, ça ne se fera pas sans avoir remis un bon tour de table. Donc en fait, suivant la fin d'année qu'on fait, début d'année prochaine, là, on mettra des beaux PowerPoint en route et pour aller chercher un deuxième tour, donc soit avec le même fonds, soit avec un autre fonds. On espère sur une belle valo en fonction de la trajectoire de chiffres qu'on fait l'année prochaine. Tu arrives à garder ta majorité? Et on va tout faire pour. Okay. Après, franchement, moi, je suis peut-être un peu naïf là-dessus, mais c'est la 5e année. Je me rends compte de la boule de neige qu'on est en train de créer, du BFR qu'on est en train de créer. Je vois les salaires qu'il faut sortir à chaque fin de mois. Il y a un moment, la majorité c'est bien, mais c'est ma première boîte. Si on a un super projet, un super fonds, un super truc et que je passe, peut-être que je suis naïf, mais à un moment je suis aussi réaliste et je démarre un truc qui est absolument génial, dans lequel je m'éclate. Moi, mon idée c'est de lever, d'aller passer les 10 millions d'euros, de bien grandir, de continuer comme ça. Si ça veut dire passer à 48 ou 47, franchement, j'en sais rien, on verra quand il faut signer le machin. Mais j'ai déjà signé mon premier pack d'actionnaires et j'ai tellement pas lu le truc, tellement c'est horrible que. Franchement, sûrement, je serais l'histoire du mec qui se fait baiser à la fin, j'en sais rien. Non, il faut. L'astérisque en bas. Ouais, c'est ça. Franchement, quand tu signes le truc. Ouais. Je pense que j'ai pris pas mal de recul par rapport à. Et je pense que, je rejoins un peu ta question, mais. Quand tu t'es fait déjà des bonnes frayeurs de trésorerie et que tu sais que tu as les gars à payer, à un moment, c'est bien de gagner de l'argent, c'est super, mais.
Et franchement, c'est pas du bullshit ce que je suis en train de dire. Là, on vient d'avoir la réponse la semaine dernière qu'on avait 400 000 € de crédit de campagne qui tombaient sur la fin d'année, qui va nous permettre de passer toute la fin d'année. Voilà, je pars en vacances plus tranquille, quoi. Franchement, on est dans un métier avec un gros BFR. Je sais que l'année prochaine, voilà, on va avoir 1,5 million de valeur de stock. Je ne ferai pas capoter des gros deals pour 5% de valo, quoi. Enfin, peut-être sur une prochaine boîte, j'en sais rien, mais je suis à ce stade encore dans la vraie vie. On verra. Tant mieux, évidemment, si j'y arrive, c'est le but. Il y a une dernière question avant de demander des questions dans la salle. Quelle est donc tu as parlé de ta stratégie de développement à l'international. Est-ce que tu as une stratégie de développement produit? Tu nous en as parlé un peu parce que tu as fait beaucoup de partenariats avec des marques installées dans des secteurs que tu maîtrisais moins. Est-ce que tu as… Ouais, les collaborations, c'est vraiment un truc qu'on va continuer à faire. C'est super en contenu. J'en parle au début, vraiment, c'est un super contenu. Tu t'appuies sur des marques plus balèzes. Tu revois tes produits aussi forcément puisque quand tu fais des collaborations, donc nous on a bossé avec Agnès B, avec Princesse Tam Tam, avec Saint James, avec Aigle. À chaque fois, tous nos produits ils ont été revus par tous les modélistes et de ces grosses équipes, donc c'est sûr qu'on s'améliore à chaque fois, donc c'est super. En plus de ça, ils ont souvent plein de boutiques. Enfin, en tout cas, bosser et faire des collabs, et je pense que ça joue dans plein de secteurs, dans plein de métiers. C'est une super bonne idée, ça marche bien en presse. Et nous, on a une ligne directrice, il faut que ce soit absolument entièrement made in France, que ce soit dans un esprit un peu fun et décalé qui nous ressemble, et il faut qu'il y ait un slip. À partir de là, ça fait une ligne éditoriale de collab, et je pense que ça fonctionne bien. Dans l'idée, je pense que franchement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, il ne faut pas en faire tout le temps, mais je pense que c'est sympa. Et sinon, pour la stratégie produit, jusque-là, on était vraiment à faire ce qu'on aimait bien nous, et puis à envoyer ça sur le site, et puis on voit ce qui se passe. Là, on va essayer de retourner un peu le truc, essayer de plus regarder qui sont nos clients, quels sont les produits qui marchent bien, en vente croisée, en repeat business, essayer de regarder un peu plus et de s'améliorer et de faire des produits un peu, de s'améliorer en produit tout le temps. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Un peu pour le fun, mais le buzzword en ce moment, c'est comme tu dis, scalable et objet connecté. Tu vas nous faire des slips connectés? J'aimerais bien, c'est une idée que j'ai dans la tête depuis longtemps, on peut faire une levée sur Kickstarter à 40 millions $, mais j'ai pas trouvé l'idée pour l'instant. Et je pense que ce genre de truc, c'est un peu comme l'application, on reçoit plein de mecs qui veulent nous vendre des applications, mais moi je veux bien faire une application, mais il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Donc je pense que c'est des trucs qu'on aimerait bien faire, mais il faut trouver la bonne idée. Pour l'instant, je ne l'ai pas. C'est triste, mais il faut la trouver. C'est pas facile à trouver. Tu parlais de la stratégie d'acquisition qui était en gros gratuite, si j'ai bien compris. Est-ce que vous faites aussi de l'acquisition payante? Et si oui, comment est-ce que ça s'inscrit dans le… On a fait de l'acquisition gratuite au début de l'année, jusqu'à la levée de fonds en fait. Et on a testé, clairement, un des budgets de la levée de fonds, c'était de tester les différents leviers d'acquisition web. On en a testé pas mal, on en a pas mal qui ne sont pas dingues et on en a certains qui sont très bien. Donc ce qui marche très bien chez nous, c'est Facebook. Donc ça, c'est assez fantastique. On a des ROI qui peuvent monter jusqu'à x5. Donc en ce moment, on dépense de l'ordre de 300 € par jour sur Facebook. On arrive à en faire entre 900 et 1500 € de chiffre d'affaires hors taxe en vente directe. Donc franchement, moi, je ne connais pas beaucoup de choses dans la vie où tu mets 1, ça te rapporte 4. Donc ça me semble être un bon levier. On fait un peu de gros emailing assez classique. Et en fait, ça marche pas mal aussi parce que ça ne marche pas forcément en direct, mais en fait, ça crée du coup une base de remarketable assez grande et du coup sur lequel tu peux balancer du Facebook ou du Google et ça marche bien. Après, on a essayé des trucs un peu plus de contenu, des merci Alfred et My Little Paris, c'est pas mal, pas forcément dingue. Voilà où on en est aujourd'hui. On a démarré vraiment qu'au mois de mars, donc c'est un peu, voilà, ça n'a pas vachement de recul, mais on a identifié des trucs qui marchent bien et des trucs qui marchent pas bien. Est-ce que, ça c'est une question qui revient souvent au présent entrepreneur, etc. Est-ce qu'il y a un ticket, tu t'es dit, il faut investir 10 000, 20 000 pour voir si ça marche? Est-ce que tu as eu un minimum d'investissement à partir de qui tu t'es dit Ouais, je pense que l'unité, c'est ça. C'est en dessous de 5 ou 10 000 par mois sur un levier. Tu as du mal à mesurer ce qui va se passer. Et il faut, à mon avis, 3-4 mois pour… C'est pour ça que ça se fait avec une levée de fonds, souvent avec une levée de fonds, parce qu'évidemment, ça coûte du fric, quoi. Voilà, nous, on arrive à se dire, OK, au bout de 3-4 mois, on a mis 3-4 fois 7-8 000, 10 000 € sur un truc. On arrive à se dire, OK, à peu près de façon fiable, ça marche ou ça marche pas. Yes. Vous avez saturé vos canaux ou pas? Par exemple, Facebook, vous avez saturé jusqu'à ce que le
de ROI? Non, pour l'instant on l'a pas fait parce qu'on a vraiment démarré, je te dis, ça a quelques semaines. Quand on a démarré au mois de mai, donc on est passé de 50 € par jour à 100, à 150, à 200. Là, au mois d'août, il y a un peu moins d'actu. Je pense qu'on a bien bourriné avec les soldes. On est bien dans nos objectifs de chiffres, donc on va attendre de voir en septembre pour bien le resuivre, mais jour par jour, augmenter de 50 € par jour et voir. Enfin, clairement, c'est l'idée, quoi. Après, nous, on ne veut pas y aller trop vite non plus parce qu'il faut avoir le stock derrière, il faut être bien, enfin, tu vois, il faut bien faire les choses, quoi. Et puis là, au mois d'août, tout le monde se barre en vacances, en tout cas toute l'équipe. Donc, on se dit, évidemment, il faut saturer, mais on va le faire tranquillement, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une minute sur, en fait, sur la, le cas psychologique est intéressant sur l'exécution de la communication, parce que tu parlais tout à l'heure en disant il faut avoir un message, une marque, un code couleur, etc. Qui s'en occupait en fait? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu avais un associé? Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles? Non, c'est moi et l'équipe. Après, ce qui est un truc qui est vachement bien qu'on a fait, c'est que j'ai bossé avec une graphiste en freelance quand j'ai démarré, donc elle a fait les premiers logos, comme tout le monde a fait son premier logo avec un graphiste en freelance. Et je me suis super bien entendu avec elle, donc elle nous a suivis. Et aujourd'hui, elle partage ses bureaux avec nous. Donc elle a monté son équipe, donc ils sont 5 ou 6 maintenant, elle a plein d'autres clients que nous. Mais du coup, j'ai la même graphiste et avec qui on a muré le truc depuis le début. Et pas mal de ses potes nous ont aidés aussi en freelance sur des mises au point produits, sur les trucs. Donc en fait, on a vraiment passé beaucoup de temps dessus avec les mêmes personnes de façon continue, en se nourrissant de toutes les inspirations. Ce que je te disais sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on a une discussion depuis 4 ans et demi, 5 ans avec les mêmes personnes qui, je pense, sont des gens qui sont bons dans ce qu'ils font aussi dès le départ. Ça aide. Mais c'est vraiment, malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, quoi. C'est vraiment du boulot et aussi un truc super important. Mais moi, je passe un temps fou à regarder ce que font les autres, quoi. Je me dis, les gens qui ont bien fait les trucs, ils se sont plantés avant, je vais regarder et je vais gagner du temps, quoi. Donc je passe beaucoup de temps sur toutes mes marques. J'ai 25 marques vraiment benchmark. Je suis abonné à leur newsletter, je les suis sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Et dès qu'ils font un truc, je le vois passer. Donc ça veut pas dire qu'on pompe l'idée, mais forcément, ça fait réfléchir, quoi. Ça, je pense que c'est le step one de tout projet, quoi. Ça prend du temps, mais en tout cas, moi, ça me sert vachement. Il en profite. Sur les trois premiers mois d'activité, quand tu as vraiment lancé le démarrage, tu vois. Donc tu as dit, ok, j'ai acheté 600 slips, donc tu as 10 €, 5 €, mettons, entre 3 000 et 6 000 €. Et quelle était ta mise de départ? Tu vois, est-ce que sur les premiers mois, tu t'es mis 10 000 €? Et sur quoi tu as investi en premier? Est-ce que, le logo, je vais mettre beaucoup d'argent là-dessus, ou alors, non, je vais mettre beaucoup d'argent sur PrestaShop, ou alors, je vais me payer un SEO. Nous, au début, on n'a vraiment pas mis d'argent jusqu'à la levée de fonds, sur rien, en fait. Donc, vrai entrepreneur. Donc, j'ai démarré avec 10 000 €, qui sont le stock de départ, la création. J'ai même démarré en auto-entrepreneur, c'est te dire, sur les 4 premiers mois. Mais aussi parce que je venais de chez Bio C'est Bon, où j'ai peut-être été à mauvaise école, mais le mec, il a la culture de ne pas dépenser 1 €, quoi. Il y a un dicton de sa grand-mère, mon petit Riton, le premier euro regagné, c'est celui qui n'a pas dépensé. Tu vois, je l'ai encore dans la tête, là. Et il s'appelait Thierry, hein, Riton. Et donc, franchement, on n'a pas dépensé d'argent jusqu'à la levée de fonds où on avait un budget de se dire, ok, voilà l'une qu'on va mettre. Mais donc, j'ai démarré avec 10 000 balles, 6 000 € de stock que j'avais décalé en décaissement de les payer à 30 jours. Donc, déjà, j'avais déjà pas mal vendu. Sur PrestaShop, je l'ai fait moi-même. J'ai dû acheter un template et payer l'abonnement Mercanet à BNP 400 balles. J'ai été auto-entrepreneur, donc je n'avais pas frais de juridique. Le logo, que j'avais dû payer 400 balles. Et c'est tout, quoi. Et un hébergement et un ordi. Et globalement, c'est ça, quoi. Et après, dossier de presse. Vraiment à l'ancienne, quoi. Voilà. Mais voilà, après, c'était vraiment les. Franchement, premier truc qu'on a dépensé de l'argent, c'est cette vidéo que tu as dû voir avec l'omelette, je ne sais pas si c'est celle dont tu parles. Et ça, c'était novembre 2013, donc ça, c'était 1 an et demi après. Avant, on n'a pas dépensé d'argent, quoi. Enfin, pas. Yes. Petit calcul rapide, 600 slips, 6 000 €, du coup 10 € par produit, j'imagine que ça comprend packaging, tissu, fourniture, etc. Et comment tu arrives du coup déjà, je trouve que tes produits sont pas si chers pour des produits qui sont à 10 €. Ah non, voilà, je retire la question là. C'est vraiment une marge de marge, en fait. Je comprends les problématiques. Et du coup,
comment tu arrives à vendre, je sais pas, au Citadium, tout ça, parce que ils prennent une marge de folie. On est d'accord. Donc pour le dire, et pour ceux qui ne connaissent pas ce business, les coefficients de distribution des acteurs de la distrib classique sont 2,5. C'est-à-dire que pour un produit qui vaut 25 € TTC, il a été acheté 10 € hors taxe à la marque. Donc nous, le produit le moins cher, il est à 26. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, notre marge, elle est autour de 20-25% en wholesale. Déjà parce qu'on a un peu de notoriété et qu'on a réussi à négocier 2,25 de coef au lieu de 2,5 et qu'on a un peu amélioré nos marges par rapport au début. Mais clairement, on ne marche pas très bien. C'est aussi pour ça que notre strat, c'est de vendre surtout en direct, donc sur le web et en retail. Mais effectivement, c'est pour ça que plus personne fabrique en France. Malheureusement, c'est parce que les Galeries Lafayette sont les Galeries Lafayette et que… Yes. Okay. Bon, je pose la question relou parce que sinon c'est pas drôle. Donc votre concept c'est le Made in France, l'artisanat, etc. Mais est-ce que vous checkez votre supply chain de coton? Est-ce que vous savez d'où vient? Alors le coton, il est fabriqué, il est tricoté en France, chez nous. Après, le fil de coton ne pousse pas en France. Donc lui, il vient d'Égypte, différents endroits. Il arrive en bobine, c'est-à-dire que tu reçois des bobines. Ensuite, il est entièrement tricoté dans les usines qui nous confectionnent le truc. Donc tu ne peux pas faire plus Made in France que notre produit. Sauf à le fabriquer en lin, donc lui qui pousse en France. Et là, je vous souhaite bonne chance. Ce sera le mot de la fin. Merci Guillaume pour ce témoignage très intéressant. Merci à vous.